Connaissez-vous les frontières du duché de Limbourg? Bonjour, je suis Alain Brouz et je vous souhaite la bienvenue sur Doc de Limbourg. Aujourd'hui, on est habitué aux États au tracé clair, aux frontières distinctement définies et aux identités nationales formellement définies. La plupart des pays s'identifient à leur langue, comme c'est le cas pour l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas, ou à leur religion, comme c'est le cas pour la Pologne. Certains, enfin, s'identifient à leur culture, comme c'est le cas pour la Belgique. Mais il n'y a rien de tout ça au Moyen Âge. Au Moyen Âge, rien n'est homogène, ni les États, ni les populations, ni les langues. Il n'existe pas de sentiment national, pas d'attachement envers une nation, ou envers un peuple, ou même envers une langue. On s'identifie avant tout à ses proches immédiats, sa famille, son clan, son village. C'est tout. Les habitants des villages voisins sont souvent considérés au même rang que des étrangers venus de contrées lointaines. On est loin encore de se qualifier soi-même de français, d'allemand ou d'anglais. D'ailleurs, ces mots n'existent même pas, ou en tout cas, pas encore. Le sentiment d'appartenance nationale n'apparaît qu'à partir de la Révolution de 1789 en France et de l'occupation napoléonienne ailleurs en Europe. Mais quand nous parlons de frontières, de quoi parlons-nous exactement? Parlons-nous de frontières politiques? Dans ce cas, considérons que les relations entre les pays frontaliers peuvent être parfois très tendues, comme ça a été le cas avec la construction de la ligne Siegfried, ou Westwall en allemand, ou au contraire, les frontières peuvent être très pacifiques, voire amicales, comme ça a été le cas aux 4 frontières Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Maurice-Neutre. Et les frontières elles-mêmes pouvaient être ouvertes, comme c'était le cas à la Calamine, où la frontière entre la Belgique et le territoire neutre de Maurice-Neutre était simplement marquée d'une borne. Mais lorsque la situation politique était tendue, les frontières pouvaient être fermées, comme c'était le cas à Welkenrath, où la frontière belgo-allemande était sévèrement gardée, et parfois leur franchissement pouvait s'avérer extrêmement dangereux, comme c'était le cas à Siepenaken, sur la frontière belgo-néerlandaise, au cours de la Première Guerre mondiale. Mais les frontières peuvent tout aussi bien être linguistiques, comme c'est le cas dans le fédéralisme belge, entre les communautés germanophones, néerlandophones et francophones. Or, dès l'Antiquité, la région, qui deviendra plus tard le duché de Limbourg, est un territoire frontalier. Ainsi, à l'arrivée des Romains, c'est le cours d'eau de la Gueule qui, au sein de la province de la Germanie inférieure, marquait la frontière de la Civitas de Tongres. Mais à vrai dire, il faut remarquer que les frontières ont beaucoup changé au cours des siècles. Dès le départ, le duché de Limbourg n'a pas de frontières claires. Et on le voit clairement lorsqu'on constate que les territoires de la franchise de Limbourg est séparé par la principauté abbatiale de Stavelot des 7 seigneuries dites au-delà des bois. De même, à partir du XVIe siècle, les seigneuries de Dahlem et de Fauquemont sont adjointes au duché pour former la province de Limbourg. Ensuite, le duché est composé de nombreux domaines séparés par d'autres seigneuries, comme la principauté épiscopale de Liège ou la ville libre impériale d'Aix-la-Chapelle. De fait, les principaux territoires limitrophes du duché de Limbourg étaient la principauté épiscopale de Liège, la principauté abbatiale de Stavelot, le duché de Luxembourg, le comté de Dahlem, le duché de Jülich, la ville libre impériale d'Aix-la-Chapelle, le comté de Mours, le comté de Gueldre et enfin le comté de Bergue. À l'époque carolingienne, de nombreuses propriétés royales ont été construites dans notre région. En l'occurrence, l'empereur Lothaire fait don de la nona, la 9e partie de toutes les redevances, de 43 cours royales
au chapitre de Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle, qu'on appelle plus communément le Marienstift. Cela dit, bien que les revenus reviennent à la chapelle palatine, les domaines restent en la possession du souverain. Mais cette situation change sous le règne de l'empereur Henri IV. Le 27 avril de l'année 1072, Henri séjourne à Aix-la-Chapelle avec la famille royale. À cette occasion, il fait don au chapitre de Sainte-Marie du bailliage, c'est-à-dire de la juridiction sur Walhorn, Lonsen et Mèche. Dès lors, le chapitre de Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle n'est plus seulement le suzerain de Walhorn, mais aussi son juge et son administrateur. Il faut en déduire qu'à cette époque encore, la majeure partie de ce territoire était constituée de forêts, sinon l'empereur n'aurait pas eu le droit de la donner. Et pourtant, très vite, ces droits, notamment celui du bailliage, vont être contestés. Les ducs de Limbourg veulent étendre leur territoire. Il y a eu beaucoup de frictions parce que les ducs de Limbourg ont tenté de nombreuses usurpations afin d'arrondir et d'homogénéiser leur territoire et leurs revenus. Ils ne pouvaient pas s'étendre à l'ouest car le duché était limitrophe du puissant évêché de Liège, un adversaire autrement plus coriace que l'humble chapitre Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle. C'est pourquoi ils ont tenté leur chance au sud-est, au détriment des bancs de Walhorn et de Monsen. Certes, il y a toujours eu des conflits avec sa chapelle, et le couvent Sainte-Marie a toujours été soucieux de faire confirmer ses privilèges auprès des empereurs. Ainsi, dans un document de Conrad III, datant de 1138, et dans un autre de Frédéric II, datant de 1226, ces droits sont dûment reconnus, y compris par l'abbé de Stavelot. Mais cela dit, quoi qu'il en soit, la juridiction du ban de Walhorn passe très rapidement aux mains des ducs de Limbourg. Et puisqu'on parle d'Aix-la-Chapelle, signalons que, paradoxalement, la ville qui aujourd'hui est son propre diocèse n'était au Moyen-Âge qu'une simple église paroissiale. En outre, alors que la ville a toujours été allemande, elle ne faisait pas partie de l'archevêché de Cologne, mais bien de l'évêché de Liège. Ensuite, il faut bien l'admettre, depuis le début du Moyen Âge, notre région a toujours un peu été à cheval entre le monde latin et le monde germanique. Et c'est peut-être pour cette raison que notre territoire a été revendiqué par de nombreux seigneurs de Basse-Lotharingie et qu'il a causé le plus violent des affrontements du Moyen Âge germanique, la bataille de Worringen en 1288. Tout comme Walhorn, la Rimière appartenait officiellement au duché de Limbourg, mais était un alleu d'une institution ecclésiastique, l'abbaye cistercienne de Val-Saint-Lambert. Et ici aussi, les droits partagés sur le domaine ont été contestés au cours du temps. Et il en va de même pour la forêt de Saint-Jacques de Bilstein qui a été offerte à l'église Saint-Jacques de Liège. Au XIe siècle, la féodalité se développe. Dans ce système, il existe un lien personnel entre le seigneur et son vassal. Ce lien est individuel et réciproque. On se connaît personnellement avec ses forces et ses faiblesses. Le seigneur protège son vassal et celui-ci lui donne une partie de ses récoltes et accomplit des corvées. Mais on n'est attaché qu'au seigneur en personne. Le lien avec sa famille n'est qu'indirect et doit de toute façon être renouvelé à la mort du seigneur. C'est à cause de la féodalité que les frontières de notre duché ont beaucoup changé au cours du temps. Ainsi, au XIIIe siècle, le duché ressemble plus à une nébuleuse qu'à un territoire homogène. Mais à partir du XVIIe siècle, les frontières du duché sont plus cohérentes, bien que celui-ci demeure bicéphale avec la franchise d'un côté et les seigneuries par-delà les bois de l'autre côté. C'est en partie grâce au duc de Bourgogne que notre duché entre peu à peu dans la modernité. Ainsi, alors qu'en 1423,
l'empereur Sigismond a tenté de régler la querelle de propriété sur la mine de Kalminberg, aujourd'hui Kalmis-la-Calamine, qui opposait la ville d'Aix-la-Chapelle et le duc de Bourgogne, l'empereur avait tranché en faveur de la ville. Mais en 1441, les échevins des bancs de Waldhorn et de Völkerich, aujourd'hui Monsen, ont pour leur part tranché en faveur du duc de Bourgogne. Et c'est pourquoi, afin d'éviter d'autres spoliations par le duché, que la ville libre d'Aix-la-Chapelle a décidé de planter des haies de hêtres denses qui, avec le temps, se sont transformées en arbres étranges qui ressemblent un peu à des harpes. Ces Harfenbuchen des trois frontières n'ont malheureusement pas survécu aux sécheresses successives des étés 2019, 2021 et 2022. Mais il n'y a pas que Waldhorn qui a été la propriété de l'Église, Monsen aussi. En effet, Valéran III a reconnu le Ius Patronatus du Marienstift sur l'église de Monsen. Cela dit, comme on l'a dit tout à l'heure, au XVIe siècle, par commodité administrative, les ducs de Brabant décident d'adjoindre les seigneuries de Dahlem et de Fauquémont au duché de Limbourg, et ce territoire unifié prend dès lors le nom de Pays d'Outremeuse, qu'on appelle parfois déjà aussi province de Limbourg. Pour finir, certaines frontières actuelles de la Belgique sont directement héritées des anciennes frontières du duché de Limbourg. Et puis, à vrai dire, quand on y regarde un peu plus attentivement, les frontières aujourd'hui ne sont finalement pas si homogènes et bien définies qu'il n'y paraît. Comme c'est le cas de l'enclave de Rützhof, coupée du reste de l'Allemagne par un morceau de route appartenant à la Belgique. Ou encore, comme c'est le cas à Baarle-Hertog, exclave belge située dans les Pays-Bas mais parsemée d'enclaves néerlandaises. On peut le voir aussi avec l'enclave russe de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et la Lituanie. Et il y a enfin les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, situées au Maroc, et la très britannique Gibraltar, arrachée au Royaume d'Espagne.